Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous la forme d'une storytime. Sur YouTube, une storytime c'est vraiment en fait un moment de partage d'expérience et je trouvais ça assez intéressant de faire ça puisque ça fait assez longtemps maintenant que je fais des vidéos, je dois être à 11-12 vidéos maintenant et je n'en ai pas encore fait. J'ai fait des vlogs, j'ai fait des vidéos un peu techniques, méthodes et tout ça, mais je n'ai pas encore fait de storytime et de retour d'expérience. Et du coup, je me disais que c'était une bonne idée de commencer. Le sujet m'a été donné par un post Instagram que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur les différentes formes d'édition et j'ai réalisé que en fait la troisième forme d'édition que j'ai présentée, qui est l'édition à compte d'auteur, était très peu connue que pour beaucoup c'était assez choquant et je me suis dit bah tiens c'est étonnant parce que bah moi ça me semblait assez clair sur ce que c'était. Et pourquoi ça me semblait assez clair sur ce que c'était? Tout simplement parce que j'ai eu l'opportunité de tester moi-même avec une publication chez lemanuscrit.com aux alentours des années 2003-2004. Je ne sais plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Et donc j'ai été publiée par lemanuscrit.com et donc complètement en format édition à compte d'auteur. Ce que je ne savais pas à l'époque, hein, sinon ça serait trop facile. Et du coup, bah, ça me paraissait super intéressant de vous en parler parce qu'aujourd'hui ça existe encore et je trouvais ça super intéressant de vous en parler. Voilà, pour vous permettre de mieux comprendre cette forme d'édition et potentiellement pour éviter de vous faire avoir parce qu'il y a quelques petites choses là-dedans qui sont pas top. Alors, petit disclaimer avant de se lancer là-dedans, puisque l'édition à compte d'auteur, pour moi, c'est une forme d'arnaque. Voilà, je vais vous expliquer un peu tout ça après, hein, mais l'idée c'est, voilà, il est très possible que j'utilise ce mot pendant la vidéo, et voilà, l'idée n'est pas de vous dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le manuscrit.com, qui n'existe plus sous ce nom, je vous remettrai son nom actuel, est une forme d'arnaque. Tout simplement parce que je n'ai pas aujourd'hui relu les contrats qu'ils peuvent faire. J'imagine que dans les contrats qu'ils proposent aux auteurs, ils sont très clairs et très précis. Donc en vrai, il n'y a pas d'arnaque en soi. Mais je vais vous montrer comment certains sites, alors pas forcément comme je vous dis le manuscrit.com ou sa nouvelle version, mais comment les sites qui pratiquent ce type d'édition ont tendance à jouer un peu de la naïveté de certains auteurs et dont moi d'ailleurs, hein, parce que vraiment je me suis fait avoir comme une bleue. Et du coup, voilà, je trouvais ça super important de vous en parler, mais oui, voilà, je voulais mettre un petit disclaimer avant, puisque le but n'est pas d'attaquer, on va dire, cette maison d'édition-là, d'autant plus que, comme je vais vous le montrer, il y a quand même beaucoup de moyens de s'en sortir, beaucoup de moyens d'éviter de tomber là-dedans. Bref, je vais vous expliquer ça en point par point, et ça va nous permettre de mieux comprendre ce que j'essaye de vous dire. Première partie de cette vidéo, mon histoire. Donc du coup, mon histoire donc avec la publication sur le manuscrit.com. Donc il faut se remettre à l'époque, on est en 2002-2003, je vous dirai pas exactement l'heure, je vais pas vous dire exactement l'année parce que je l'ai plus en tête, de même tous les documents et tout ça, je les ai un peu perdus parce qu'entre temps, bah, ça fait 18 ans, hein, donc j'ai un peu changé d'adresse mail et tout ça. Mais du coup, il faut imaginer que voilà, on est en 2002-2003, j'ai 12-13 ans, je suis en 5e, 4e, voilà, donc milieu collège, voilà. Je suis une enfant, hein, une adolescente, on va dire, voilà. Je suis une adolescente, je suis naïve, je suis persuadée, j'écris depuis déjà quelques années, 4-5 ans facilement, j'ai commencé tôt, et je suis persuadée forcément bah, d'être très douée, hein, comme tout enfant de cet âge-là, et je suis persuadée que tout ce que je fais doit être édité et mérite d'être édité parce que pour moi, voilà, je fais des choses bien, normales. Et donc en fait, vers l'âge de 12-13 ans, je termine ma première novella. On va appeler ça comme ça parce que une nouvelle, mais c'est une nouvelle quand même un peu plus étoffée. Donc voilà, on va dire novella, qui s'appelait Qui suis-je à l'époque, qui doit encore être en ligne, hein, normalement. J'ai pas dû je l'ai jamais effacée au final. Donc elle doit être encore présente sur la toile au format papier. Et du coup, donc voilà, je finis ce texte
Et dans ma volonté extrême d'être publiée, je contacte des maisons d'édition pour être publiée. Donc je l'ai envoyé, alors je ne me souviens plus du tout à qui, mais il se trouve que, et je pense que c'était le cas en fait tout simplement à l'époque, quand tu marquais publier un roman ou édition, maison d'édition, soumettre un roman, machin, bah en fait tu tombais sur l'un des premiers choix était le manuscrit.com, et du coup bah pas de souci, j'envoie mon texte. J'envoie mon texte et très très rapidement après, alors je sais plus combien de jours ni combien de, enfin je sais plus combien de jours, mais très rapidement après, je reçois un mail qui me dit félicitations, notre comité de lecture a apprécié votre texte, nous l'avons vraiment beaucoup aimé, nous souhaitons vous compter parmi nos nouveaux auteurs. Euh, c'est la fête à la maison, possibilité d'être édité, le rêve, tout ce que tu veux. Voilà, forcément, j'en parle à mes parents, je suis trop contente, machin. Euh, Forcément, moi, enfin, pour moi, c'est évident. Quelqu'un me dit t'es édité et en plus t'es trop forte. Enfin, voilà, hop, ça fait le taf. Je suis à fond. Du coup, bah forcément, je montre le contrat. Quelques temps après, je reçois le contrat, ou je suis plus dans le même mail, d'ailleurs, je sais plus trop comment ça fonctionnait. Je reçois le contrat d'édition, je le signe. Je demande à ma mère de le signer aussi, puisqu'il fallait que je sois majeure et que je ne l'étais pas, du coup. Du coup, ma mère signe le contrat. Ma mère n'y connaissait, enfin voilà, mes parents sont pas du tout dans le milieu de l'édition, c'est pas forcément quelque chose qui les passionne, ils y connaissent rien, quoi, enfin, pas, pas plus qu'une personne lambda qui ne se serait jamais posé la question d'être édition libre, on va dire. Du coup, bon, ils se posent pas de questions. Ma mère lit le contrat, ça lui paraît, il y a des choses qui lui paraissent un peu bizarres, mais comme elle sait pas comment ça fonctionne normalement, elle laisse faire. Moi, je me rappelle plus exactement du format de ce contrat. Il y a deux choses qui m'ont quand même marqué sur ce contrat, et c'est là où on va arriver sur la suite de la vidéo. C'est qu'il y a deux choses qui m'ont marqué quand même dans ce contrat. C'est qu'il y a l'exclusivité obligatoire et la préférence sur les prochains textes. C'est-à-dire que je crois que les deux autres prochains textes que je sortais devaient paraître dans la même maison d'édition. Donc voilà, ça je me rappelle que ma mère avait dit tiens c'est un peu bizarre parce que ça veut dire qu'ils acceptent déjà ce que tu vas faire ensuite. Bizarre. Et deuxième point, le fait qu'il fallait acheter un certain nombre de livres pour se lancer. En fait, ils acceptaient de publier mon livre à condition que j'accepte d'en acheter 10 exemplaires au format papier. Soit une somme de, alors on était déjà en euros à l'époque, mais soit une somme de 100, 150 euros à peu près. C'était à peu près dans l'ordre de ça, parce que c'était 10 livres, il devait y en avoir pour 10 euros par livre, un truc qui doit ressembler à ça. Donc on était autour de 100 à 150 euros par livre, je me souviens plus exactement du montant. C'était pas énorme pour ma famille, mais c'était quand même c'est quand même un certain prix, quoi. Donc du coup, hop, youpli youpla, moi je suis trop contente, donc je continue à me dire c'est trop bien, je valide. Qu'est-ce qui se passe après? Bah forcément, une fois que ça s'est validé, il faut qu'on fasse le BAT. Alors c'était un BAT numérique, donc du coup ils m'envoyaient en fait, ils récupéraient le texte en entier, je leur envoyais le texte en entier au format doc ou je sais plus ce que c'était, mais voilà. Ils le mettaient au format PDF pré-envoi et du coup ils me le renvoyaient pour que je puisse le corriger. Et pour que je puisse leur faire mes retours. Et ça, je m'en rappelle. Ça, pour le coup, c'est vraiment un truc que je me rappelle parce que pour le coup, je me rappelle que ma mère m'avait engueulée en fait. Parce que du coup, bah, ils m'ont renvoyé ce texte. Donc il faut imaginer le texte d'une gamine de 12 ans qui n'a jamais été relu parce que je voulais surtout pas que mes parents lisent mon texte. Et du coup, je me rappelle à dire à ma mère, parce que je voulais pas qu'on lise mon texte, mais en même temps, je ne voulais pas livrer un texte plein de fautes. Je dis à ma mère, écoute, est-ce que tu peux le relire en fait pour corriger les fautes d'orthographe au cas où. Parce que dans ma tête, je ne savais pas du tout que dans une maison d'édition classique, la correction en fait est normalement faite par la maison d'édition, mais là c'était pas le cas en fait. On a récupéré mon texte, on l'a pris comme ça, brut, on l'a mis dans un PDF aux bonnes tailles, au bon format pour pouvoir être mis dans le livre ensuite, et on m'a renvoyé le texte quoi. Du coup, je me rappelle que là où ma mère a ragé, c'est qu'en fait, au format PDF, bah forcément, tu peux pas apporter les modifications directement dans le texte. Donc en fait, elle a dû, pour chaque faute d'orthographe, donc je rappelle une gamine de 12 ans qui écrit, donc j'écrivais pas trop mal, mais il y avait quand même des fautes. Pour chaque faute qu'il y avait, en fait, elle devait non seulement mettre la page, mais la ligne et la faute. Donc du coup,
ça avait pris énormément de temps à corriger et je me rappelle qu'elle m'avait engueulée et ça m'a marqué parce que bah justement, enfin, déjà parce que pourquoi tu fais autant de fautes et parce que bah ouais, pourquoi ils le font pas eux-mêmes quoi en fait et voilà et vous voyez commencer à comprendre le truc quoi. Et du coup je me dis bon bah oui, enfin je sais pas, peut-être qu'ils l'ont fait, j'en sais rien moi, voilà. Donc on fait les modifications, hop, ils ont la dernière version avec les fautes corrigées, et puis ils lancent l'impression, et du coup, bah, 150 € plus tard et un colis plus tard, je reçois les 10 exemplaires de mon livre. Et puis là, bah en fait, j'ai envie de dire c'est le drame. Non, c'est pas le drame parce qu'en vrai, j'en ai pas souffert, mais c'est le drame dans le sens où, ok, le livre était donc sur leur site internet. Ok, du coup, sur leur site internet, comment c'était fait? En fait, j'avais juste un compte auteur avec effectivement la réversion que j'aurais à la fin en fait en fonction des nombres d'achats. Et donc ma mère, je me rappelle, donc, a acheté donc, ces 10 exemplaires de livres et du coup j'avais en réversion pour moi, j'avais zéro. Et en fait j'ai eu zéro ou alors genre 50 centimes. Et en fait par exemplaire vendu, je crois que je gagnais genre peut-être même pas 5% quoi. C'était mais ridicule. Et, voilà. Et en fait, du coup, ma mère avait acheté des livres. Je ne gagnais aucun argent sur ce qui était vendu sur leur site, si jamais quelque chose était vendu sur leur site, puisque aucune communication n'était faite par eux. Aucune communication n'était faite par moi. Et là, je plaide coupable. Hein. Attendez, il y a le voisin qui... Aucune communication... C'est bon. Aucune communication n'était faite par moi, puisque bah, gamine de 12 ans, timide, voilà, donc en fait j'avais aucune communauté sur le web, je savais même pas, même à l'époque il n'y avait même pas de réseaux sociaux, hein, donc je ne savais pas. Allez, voisin, arrête. A few moments later. Aucune publicité de ma part non plus, puisque bon, à l'époque pas de réseaux sociaux, j'ai 12 ans, je suis beaucoup trop timide pour expliquer que j'écris, enfin bref. Et bien sûr, eux n'ont fait aucune communication parce que ce n'était pas leur business du tout. Et là, c'est là où on comprend qu'il y avait un problème. Et voilà, et en fait, je n'ai jamais vu la couleur d'un seul versement de ce truc-là. Voilà. Ma seule fierté a été de découvrir qu'en fait, quand je tapais Qui suis-je, Marie Poula, j'étais disponible aussi en chinois. Voilà, il faut le savoir. J'avais une position, mais je ne sais pas du tout si c'était mon livre ou pas. Hein, voilà, donc super expérience, super cool. Au final, on a dépensé 100 € quoi, donc c'est pas la fin du monde, c'est même pas moi qui ai dépensé du coup, c'est mes parents. Donc ce n'est pas très grave en soi, mais clairement par rapport à vous avez été édité, nous serons heureux de vous compter parmi nos auteurs et nous sommes une maison d'édition, il y avait un peu un gap. Parce qu'en fait, quand j'ai vieilli, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ça, j'ai réalisé qu'en vrai, j'étais tombée sur ce qu'on appelle de l'édition à compte d'auteur. Et là, on passe du coup à la deuxième partie de cette vidéo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il existe trois formes d'édition. L'édition classique, donc à compte d'éditeur. Donc l'auteur soumet un texte à l'éditeur approuve ou non le texte. Souvent, il ne l'approuve pas, il faut le savoir, mais il approuve le texte et quand il a sélectionné le texte, il s'engage avec son auteur pour un contrat. Souvent, les droits d'auteur sont entre 4 et 15%, c'est à peu près les taux qui existent. Et du coup, par contre, l'éditeur s'engage à payer l'ensemble des frais qui vont revenir à l'auteur par la suite. C'est-à-dire que s'il y a une signature, c'est lui qui fournit les livres, et c'est lui qui va payer l'ensemble des couvertures, des corrections. Tout ça, c'est quelque chose que l'éditeur paye. L'auteur n'a rien à verser, au contraire, l'auteur gagne de l'argent dans le process. Et puis il y a tout un travail de retravail sur le texte, c'est-à-dire qu'effectivement il y a les corrections, mais avant ça il y a tout un travail éditorial qui normalement est fait sur le texte, que moi du coup je n'avais pas du tout vu dans mon cas, et vraiment il y a tout un travail là-dessus. La majorité des maisons d'édition que vous allez pouvoir retrouver par exemple dans les salons du livre à l'heure actuelle, Gallimard, Hachette,
Mazarine, enfin je vous dis ça comme ça, mais en fait il y en a des dizaines, il y en a des milliers, il y en a je sais pas combien il y en a en France. Ça, c'est des maisons d'édition à compte d'éditeurs classiques qui effectivement en fait finalement prennent en charge tous les risques liés à l'édition et reversent de l'argent à l'auteur. C'est aussi pour ça que la sélection est assez tendue, puisqu'on peut bien imaginer que quand vous êtes amené à dépenser pour un texte, mieux vaut qu'il soit bon, et non seulement bon, mais aussi à même de plaire à vos lecteurs et à votre communauté de lecteurs. Donc forcément, ils ont un gros travail de sélection, et c'est logique quand on comprend comment ça fonctionne. Il y a, au-delà de l'édition classique, qui est donc la plus connue et la plus couramment recherchée, il y a d'autres formes d'édition. Donc la deuxième forme d'édition, c'est l'auto-édition. L'auto-édition, c'est né il y a quelques années, une dizaine d'années environ, et c'est vraiment lié à... Tu montes? Non, tu montes pas? Si tu montes? Non? Voilà, tu veux remonter. Alors, la deuxième forme d'édition, c'est l'auto-édition. Et ça, c'est né il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et ça a été vraiment un petit peu lancé par Amazon, avec le programme KDP et tout ça. Ça, c'est un peu le lancement un petit peu de cette façon-là d'éditer. Et c'est vraiment dans cette forme-là l'auteur qui prend en charge tout. C'est-à-dire qu'il va effectivement prendre en charge les dépenses de publication, prendre en charge les dépenses de couverture, prendre en charge les dépenses de correction, payer pour aller dans un salon. Vraiment, l'auteur est son propre producteur et sa propre maison d'édition en fait. Et il ne signe de contrat avec personne, puisqu'en fait, l'auteur va signer, les seuls contrats qu'il va signer, c'est avec des prestataires, donc par exemple un correcteur pour lui corriger les choses, un illustrateur pour lui faire sa première de couve, potentiellement quelqu'un pour lui faire sa mise en page, potentiellement quelqu'un qui va venir, potentiellement une imprimerie qui va lui imprimer ses livres, ou un service d'imprimerie, puisque maintenant il y a de plus en plus de services, de sites qui proposent des services d'imprimerie, et enfin il va aller payer dans les salons et tout ça. Donc vraiment, l'auteur ne signe pas de contrat de droit d'auteur. Et quand ils vendent ses livres, d'ailleurs, c'est des produits, et il n'y a pas de notion de réversion de droit ou quoi que sais-je encore. Enfin, il vend un produit et il récupère de l'argent là-dessus. Euh, et, du coup, euh, et du coup, les droits, pour le coup, là, il récupère. Donc, s'il est dans un événement et qu'il vend ses livres, il va toucher l'ensemble du livre. S'il vend par exemple via Amazon ou des choses comme ça, les droits vont aller en général entre 30 et 70% selon que c'était un livre broché, un livre numérique et tout ça, ça va dépendre. Mais c'est dans ces eaux-là à peu près, des fois un peu moins si c'est un livre vendu au format papier. Mais après, voilà, après ça va aussi dépendre de la marge que vous fixez en tant qu'auteur, puisque c'est vous qui fixez le prix. Voilà. Et il y a la troisième forme d'édition. Donc on arrive sur la fameuse édition à compte d'auteur qui consiste à payer un éditeur pour rien. Ouais, c'est un peu violent, mais c'est un peu ça. En gros, ça consiste à contacter une maison d'édition qui va sortir votre roman, mais en souvent quand même vous faisant miroiter le fait que vous êtes un auteur génial, que vous avez été validé par le comité de lecture, que va y avoir un BAT, que vous allez BAT bon à tirer, je précise parce que je sais pas si je l'ai dit, que vous allez pouvoir être un auteur célèbre et je ne sais quoi encore. Tout ça, en fait, finalement, en vous faisant miroiter pas mal de choses, mais en vous demandant au final de payer vos livres pour au final gagner dessus des droits d'auteur minuscules, voire non existants. Je vous remettrai un peu les définitions en barre d'infos au cas où vous ayez besoin et j'ai fait quelques articles sur le sujet comme ça pour bien vous différencier, pour bien vous présenter les trois formes d'édition. Euh, Mon voisin, le retour. C'est bon? C'est juste 2 secondes, hein. En plus à chaque fois c'est 2 secondes. Ah c'est bon. Du coup, je vous mettrai ça en barre d'infos et ce que je vais rajouter du coup pour essayer de comprendre un peu la différence entre tout ça, c'est que dans l'édition à compte
d'éditeur classique, l'auteur ne paye rien. Vraiment. Il est payé pour le faire. Il est payé pour écrire, il est payé pour corriger. Enfin, alors c'est pas t'écris, t'es payé, tu corriges, t'es payé. C'est en général, tu signes un contrat où on va dire que tu vas retoucher des droits d'auteur pour avoir voilà, commencé à écrire. Pour avoir écrit quoi. Et bien sûr, surtout, tu n'as aucun argent à avancer. Super important. L'auto-édition, c'est un format où, pour le coup, en tant qu'auteur, vous allez vous retrouver à payer des prestations, comme je disais, vous allez payer un illustrateur, vous allez payer un metteur en page, vous allez payer, mais vous n'avez à aucun moment du process nécessité de vendre vos droits d'auteur. Vous n'allez pas, à aucun moment du process, vous départissez de vos droits d'auteur. Vous restez maître de tout. Vous faites appel à des prestataires, mais pas à une maison d'édition. Et la différence, elle n'est pas forcément très claire, mais voilà, c'est différent. Et donc, en édition à compte d'auteur, par contre, là, vous allez finalement payer une maison d'édition. Et c'est là où ça pose problème en fait. À partir du moment où vous payez une maison d'édition qui ne se présente pas comme un prestataire mais comme une maison d'édition, c'est potentiellement il y a un couac. Il y a un couac. Voilà. On arrive maintenant à la troisième partie de cette vidéo sur un peu tout ce que j'ai tiré de tout ça. Alors, premier point, concrètement, j'en retire pas du négatif en soi, parce que comme je dis, j'avais 12 ans, c'était ma première expérience, j'ai appris des choses en faisant ça. Du coup, j'en retire pas du négatif parce que en soi, ça fait longtemps que c'est passé. Mes parents y ont perdu 100 € et clairement, à part le moment où j'ai découvert qu'en fait, il n'allait pas suffire de mettre un truc en ligne pour que d'un seul coup, pouf, ça fasse des ventes. Mais sinon, voilà, clairement, le truc qui aurait pu me faire le plus souffrir, c'est un peu cette déception. Mais clairement, bah, j'ai certainement été déçue à l'époque, mais voilà, je m'en souviens même pas forcément. Et au final, maintenant, je me dirais même plus que dans mon métier, qui est la communication et la diffusion de contenu sur le web, j'ai un peu appris qu'effectivement, il ne suffisait pas de mettre un truc en ligne pour que d'un seul coup, ça se vende. Donc finalement, c'est pas une mauvaise expérience en soi. Ceci étant dit, on va pas non plus dire que c'est à faire et que je vous recommande à tout prix de vous lancer là-dedans. Voilà. J'avais envie de finir cette vidéo avec deux points en partie. D'une part, c'était comment repérer un petit peu une maison, oui c'est ça, une maison à compte d'auteur, comment les identifier, puisque comme je vous disais, le but de cette vidéo n'est pas de vous donner des noms et de dénoncer, parce que en vrai, ça ne vous aiderait pas parce que les contrats peuvent changer, les prestations peuvent changer, il peut y en avoir de nouvelles qui arrivent, voilà. Mais il y a effectivement des points un petit peu spécifiques qu'on va retrouver chez chacune. Et deuxième point, c'est si vous êtes parent à l'heure actuelle et que votre enfant écrit, comment faire pour l'aider si il vous vient vous voir et qu'il vous dit bah en fait j'ai envie de. Il y a un avion qui passe super près en fait de chez moi là. Donc du coup ouais, je regarde pas la fenêtre. Et du coup, deuxième point, si vous êtes parent et qu'aujourd'hui vous avez envie d'accompagner votre enfant vers l'édition parce que c'est quelque chose qu'il souhaite faire, parce qu'il vient vous proposer un livre, bah, comment vous pouvez l'aider. Donc sur ces deux points. Donc maison à compte d'auteur, déjà comment un petit peu les repérer. Première chose, comme je vous le disais, comment les éviter? Tout bêtement, consulter, premier point, consulter le catalogue de la maison d'édition. Vous voulez être édité, faites des recherches sur les maisons d'édition potentielles qui vont vous aider. Pour cela, mon conseil en fait c'est de trouver la bonne maison d'édition et ça je vais vous renvoyer vers un article que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps pour mettre un peu toutes les chances de votre côté si vous souhaitez être édité. Et vous allez y voir que l'un des premiers conseils c'est étudier le catalogue de la maison parce que effectivement vous allez vite vous rendre compte sur les sites d'édition à compte d'auteur que tous les textes sont autorisés et que vous allez trouver un petit peu tout en termes de couverture, de texte, de résumé et vous allez peut-être pouvoir vous poser des questions parce que quand vous trouvez un résumé qui est bourré de fautes, vous allez peut-être vous dire tiens, potentiellement il n'a pas été relu, la personne qui a fait ça. Voilà. Donc ça c'est un premier point, consultez le catalogue de la maison d'édition que vous visez. Deuxième point, on répète tout le temps qu'il est très compliqué d'être édité.
Si vous recevez au bout de 1, 2, 3 jours une réponse hyper positive, hyper on t'accepte parmi nous, tu es l'auteur qu'on a toujours rêvé et tout, il y a potentiellement un loup. Peut-être pas, peut-être que votre texte c'est génial et que au final vous êtes tombé sur la personne qui l'a lu et il y a eu un coup de foudre et voilà. Mais posez-vous quand même des questions parce que souvent il y a un loup. Troisième point, à partir du moment où on vous demande de l'argent pour éditer un livre, il y a un problème. Et plus largement, avant cette étape-là, lisez bien le contrat. Parce que le contrat qui va vous être proposé, potentiellement, il va vous permettre un petit peu de découvrir un peu tout ce qui est caché et il va vous permettre de comprendre ce qui vous est proposé. Potentiellement aussi, si vous signez avec une vraie maison d'édition, il va y avoir un moment où vous allez rencontrer pour de vrai votre interlocuteur. Si, pareil, tout est fait en ligne, potentiellement, il y a un truc un peu bizarre. Enfin, dernier point, souvent, je dis bien souvent parce que c'est pas toujours le cas, souvent, les maisons d'édition qui se trouvent dans les pubs, qui se trouvent en sponsorisation sur Google, pas sur Instagram, Instagram est un peu différent, mais sur Google, souvent, c'est pas très bon non plus. Quand vous tapez soumettre un roman, les premières maisons d'édition qui apparaissent, souvent, sont pas forcément bien, tout simplement pour une raison qui est que les maisons d'édition qui fonctionnent bien, les maisons d'édition à compte d'édition classiques qui fonctionnent bien, en général, ne cherchent pas de nouveaux manuscrits. Elles sont déjà inondées sous les envois de manuscrits et donc leur but n'est pas forcément d'en recevoir d'autres et donc clairement elles ne font pas de publicité sur un mot-clé comme soumettre un roman. Voilà, donc ça c'est pour la petite, c'est le petit plus, on va dire. Donc voilà, ça c'est un peu les points qui vont faire que si vous êtes dedans, posez-vous quand même des questions. Et voilà, ça va vous permettre un petit peu de repérer une maison à compte d'auteur et de potentiellement esquiver ce mode d'édition qui ne vous ressemble pas. Vraiment, moi je vous conseille d'aller soit vers l'édition classique, parce que vous y trouverez un accompagnement intéressant, un lectorat déjà établi, enfin tout ça une structure aussi et une certaine légitimité. Tous ces éléments-là, vous allez les retrouver dans l'édition classique. C'est pour ça que je vous invite quand même à tenter. Dans l'auto-édition, vous allez découvrir une liberté, vous allez apprendre de nouveaux métiers, vous allez apprendre à communiquer et c'est très gratifiant aussi. Donc n'hésitez pas à y aller aussi. Voilà, mais c'est vrai que je vous conseille plutôt ces deux formes-là d'édition plutôt que l'édition à compte d'auteur qui, comme je peux vous l'expliquer depuis le début de cette vidéo, n'est pas quelque chose que je recommande du tout. Dernier point, donc si vous êtes parent et que aujourd'hui votre enfant vous parle d'être édité. Alors, plusieurs choses. Vous pouvez choisir de faire comme mes parents l'ont fait. Je pense que, enfin, en y réfléchissant, j'en ai pas forcément reparlé avec mes parents, mais je pense que ma mère n'était pas forcément complètement dupe quand elle a validé ce contrat, mais elle a décidé de me faire confiance. Et en soi, je trouve pas que ça soit une mauvaise décision, et du coup, clairement, je comprends pourquoi elle l'a fait, et voilà, et je suis contente finalement qu'elle l'ait fait et qu'elle ait décidé de me faire confiance au point de payer de l'argent pour que je reçoive mes livres parce que j'étais super contente quand je les ai reçus et que ça a vraiment été une fierté pour moi de les recevoir, même si on sait comment ça s'est terminé. Mais du coup, pourquoi pas effectivement si votre enfant vous dit bah voilà j'ai eu cette possibilité là, pourquoi pas le suivre tout en essayant effectivement peut-être de le protéger, d'anticiper un petit peu ce genre de problématique, typiquement soit en lui montrant cette vidéo, soit avec d'autres solutions. C'est-à-dire que vous avez aussi la possibilité, si votre enfant vous parle de l'idée d'être publié, de tout simplement l'emmener sur un événement littéraire. Si votre enfant a l'occasion de parler avec un auteur qu'il aime bien lors d'un salon littéraire ou lors d'une signature en bibliothèque ou en librairie, bah, ça lui permettra certainement de mieux comprendre l'édition et n'hésitez pas à l'accompagner, à lui permettre de poser des questions parce qu'il apprendra certainement plein de choses et ça le permettra d'évoluer et d'aller vers son projet, donc c'est plutôt super intéressant. Donc ça peut se faire soit dans les salons, soit dans les bibliothèques, soit dans les librairies.
N'hésitez pas, pareil, dans les bibliothèques, à aller poser des questions à la bibliothécaire parce que majoritairement, les personnes qui sont en bibliothèque ont quand même ce genre d'expérience, donc en fait elles peuvent aussi amener de l'information supplémentaire à votre enfant. Dans la même idée, même les commerciales des maisons d'édition que vous allez pouvoir rencontrer lors des salons du livre et tout ça, ont des informations et pourront expliquer à votre enfant le process d'édition classique. Et ça peut être intéressant que ça soit quelqu'un de formé qui lui explique, parce que si vous, en ayant vu cette vidéo, vous décidez que effectivement vous ne voulez pas qu'il passe par de l'édition à compte d'auteur, ce que je peux comprendre totalement, euh, bah, si vous lui dites ça, il y a moyen qu'il soit vexé, il y a moyen qu'il ne comprenne pas, il y a moyen qu'il le prenne mal, il y a moyen qu'il y ait plein de choses. Donc laissez potentiellement quelqu'un d'extérieur à vous. Là, c'est plus, je parle plus en repensant un petit peu à mon adolescence, mais je pense que lorsque j'ai reçu ce contrat, si ma mère m'avait dit non, c'est une arnaque, on arrête, je pense que j'aurais très très mal pris. Alors que là, je m'en suis rendu compte toute seule et du coup, je l'ai mieux vécu. Donc du coup, je pense effectivement que si vous lui permettez de s'ouvrir les yeux en le faisant rencontrer les bons intermédiaires plutôt que vous lui donniez un peu la réalité de la chose, je pense que ça sera plus soft et potentiellement qu'il sera plus prêt à l'entendre de son auteur préféré ou de la bibliothécaire avec qui il parle une fois de temps en temps, que de vous qui allez un peu mettre ça un peu comme un veto et potentiellement ça risque de poser problème. Voilà. Bon, après, ça c'est plus mon expérience, ça va dépendre aussi de la personnalité, du caractère de votre enfant, hein, bien sûr, je pense que ça vous maîtrisez. Mais du coup, voilà, ce que je peux dire par rapport à vraiment le côté comment aider votre enfant qui souhaite être publié. Et bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que son format un petit peu différent de d'habitude vous a plu. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire si vous-même vous avez connu l'édition à compte d'auteur, si vous-même vous avez trouvé que c'était pas top top. Voilà, je vous demanderai juste de pas forcément mettre de nom en commentaire. Toujours pareil parce que j'ai pas forcément envie de me retrouver dans des trucs de diffamation, de je ne sais quoi. C'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est juste de vous parler de ce genre de choses. Plus largement aussi, c'était de vous parler de tout ce qui était contrat d'édition, puisque clairement, comme j'ai dit en disclaimer de la vidéo au début, si j'avais mieux lu le contrat, si j'avais été un peu moins naïve et si j'avais été du coup un petit peu informée de tout ça, je pense que je me serais pas tombée là-dedans. Donc clairement, voilà, le but de cette vidéo, c'était aussi de vous apporter un petit peu de contenu et d'informations sur comment ça se passait pour vous permettre de mieux comprendre cette forme d'édition et pour vous permettre de l'éviter si ce n'est pas un format d'édition qui vous correspond. Voilà. Et bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu ploup, par ici, je finis par savoir où il est. Voilà, je suis trop forte. Je vous invite aussi à liker cette vidéo. Non, à vous abonner par ici. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Salut!